Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Actualité géopolitique et militaire extrêmement dense depuis le 1er janvier. Et nous allons nous focaliser dans cette vidéo sur ce qu'il est en train de se tramer du côté de l'armée américaine autour de l'Iran. Comme vous le savez probablement, depuis fin décembre dernier, il y a des manifestations en Iran. D'après différentes sources, nous sommes entre 3200 et 4600 civils qui auraient été tués lors de ces manifestations. Il y a eu déjà une petite passe d'armes entre les Américains et les Iraniens sur ce sujet-là. D'après le président Trump, une certaine désescalade par rapport à 837 condamnés à mort par pendaison qui auraient été annulés. Mais gouverner, c'est prévoir. On va revenir dessus. Et les stratèges militaires américains, avec l'accord du politique, sont en train de bouger leurs pions à vitesse grand V. Dans un premier temps, on a l'Abraham Lincoln, le CVN-72, porte-avions de la classe Nimitz, avec à son bord les fameux Top Haters, les Black Aces avec des Super Hornets, mais également la première unité de F-35C à avoir embarqué sur porte-avions, le VMFA, donc ce sont des Marines 314, les Black Knights, opérationnels depuis 2022. On a également de l'E-2D, donc ce qui se fait de mieux en termes de guet aérien, et une protection avec des Harley Burke. Ils ont été observés passant le détroit de Malacca, coupant de temps en temps leur transpondeur maritime, l'AIS, et devraient pouvoir arriver dans la zone de responsabilité du Middle East, Central Command, d'ici le début du week-end. La grande question va être, vont-ils faire pénétrer à l'intérieur du golfe arabo-persique ce groupe aéronaval, ou va-t-il rester un peu plus loin en retrait, ce qui de chaque côté a ses avantages et bien sûr ses inconvénients. Mais en parallèle, et ce qui est remarquable au sens premier, c'est également la noria des tankers et des C-17. Regardez ces images d'OSINT, donc il y a des comptes spécialisés, comme par exemple Armchair Admiral, qui font un travail qu'on peut presque qualifier d'atteinte à l'obsèque, c'est-à-dire que bon courage pour les Américains pour déplacer leurs aéronefs sans que ces comptes d'OSINT ne le détectent, et donc par la même occasion facilite le travail de l'adversaire potentiel. Eh bien, toujours est-il, on voit que le 18 janvier dernier, on a des aéronefs de la 48e Fighting Wing et également du 100e Air Refueling Wing qui ont décollé d'Angleterre. Alors, pendant toute la tension avec le Groenland, vous aurez compris qu'en fait les Américains faisaient quitter à certains de leurs avions de combat à cette base britannique pas très loin du Groenland, avec les tankers qui décollaient de Middle Hall, call sign Gold, et des chasseurs de patrouille de Sea F-15E, call sign Tabor, qui décollaient de leur côté, destination Mufawaq Salti Air Base qui est en Jordanie. Rappelez-vous, c'est cette unité-là, depuis cette base-là, qui avait en grande partie intercepté les drones iraniens envoyés contre Israël. Donc on est sur une unité, le 494e Expeditionary Fighting Squadron, qui a accumulé beaucoup d'expérience dans l'antidrone et la protection de l'espace aérien. Pour rappel, cette base en Jordanie, les Américains ont investi près de 140 millions de dollars pour l'étendre, pour la rénover, pour la développer, c'était en 2019. Et la France a des Rafales, pas très loin, à H5 en Jordanie également. À côté de tout ça, vous avez énormément de C-17 et le Wall Street Journal qui annonce bien qu'il y aurait un renfort de Patriot et de THAAD. Alors pourquoi? Le Patriot a cette capacité à intercepter du missile de croisière, du missile balistique. Le THAAD va vraiment être plus spécialisé sur du balistique. On a vu que le duo Patriot-THAAD avait plutôt très bien fonctionné face aux assauts de drones, de missiles de croisière, de missiles balistiques envoyés depuis l'Iran face à Israël, c'était l'année dernière. Pour revenir sur notre Abraham Lincoln, pourquoi est-ce qu'il est envoyé dans la zone? Eh bien tout simplement parce que malgré leurs dizaines de porte-avions, les Américains n'en ont pas partout et à l'heure actuelle, ils n'en avaient pas dans le Golfe. Ils ont donc décidé de prendre l'Abraham Lincoln qui est basé à San Diego, qui d'ailleurs a connu des opérations contre les Houthis. Rappelez-vous, c'était de août à décembre 2024, il était revenu à quai le 20 décembre et il est reparti en opération. Son nouvel appareillage, c'était le 24 novembre 2025. Ça vous donne une petite idée du tempo opérationnel. 5 mois de mer en 2024 pour la grosse sortie, rajouter quelques semaines par-ci par-là pour la montée en compétences. Après, derrière, il faut faire la maintenance, il faut re-oxygéner un petit peu tout le monde et on peut repartir 11 mois plus tard, fin novembre, après, très important, la période de work-ups, de montée en compétences. Quand vous déployez un porte-avions, c'est après plusieurs mois en fait de montée en compétences pour l'équipage du bateau, environ 6000 personnes. Et pour la petite histoire, il a été rénové en 2017. Et également pour le Carrier Air Wing, la numéro 9, qui est basé en Californie, toutes les unités que l'on a vues précédemment. Toujours est-il, là ils sont bien chauds dans leur croisière, comme on dit, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en mer, donc ils ont forcément un très bon niveau opérationnel. En définitive, les Américains ont environ 30 000 troupes dans la région où il y a des tensions.
Les Kurdes du nord de l'Irak se sont plaints d'une frappe de drone apparemment provenant des Iraniens, le tout en Irak, dans la région de Erbil. Et en plus des F-15E, d'après la presse, des systèmes de HIMARS ont également été envoyés dans la région, sans oublier que les comptes officiels des militaires sur place ont posté le 18 janvier des systèmes qu'ils appellent le Electronic Advanced Ground Launcher System, qui est en fait une sorte de Humvee équipé de capteurs, de roquettes de 70 mm qui peut, depuis le sol, depuis ce Humvee, intercepter des drones. Donc il y a cette volonté de montrer qu'ils ont renforcé leur posture et très important qu'ils se sont adaptés à la menace. Comme vous le savez, les Américains s'en vantent, mais sont très forts pour ce qui est de l'art du débriefing et de l'agilité opérationnelle. Si ça vous intéresse, on pourra revenir sur les déclarations américaines de la semaine dernière qui expliquent comment ils sont en train de vouloir transformer complètement leur industrie de défense en gagnant en agilité, grâce à l'IA également, mais surtout en réduisant leur boucle temporelle de développement et surtout de livraison de matériel aux combattants, car ils sont intimement persuadés que l'armée qui gagnera les prochaines guerres est l'armée qui aura cette capacité à être la plus agile d'un point de vue industriel. On en revient au concept de dissuasion industrielle dont on parlait il y a plusieurs années déjà dans Au-delà d'Ukraine. Toujours est-il, ils appliquent ce qu'ils prêchent et c'est pour ça que vous retrouvez ces 70 mm, ces roquettes mises en œuvre depuis les F-15, mais également désormais aptes à être mises en œuvre depuis le sol. De leur côté, les Iraniens auraient mis en alerte leurs forces armées, forcément dans ces phases d'incertitude, de flou, de montée de tension, alors que les Iraniens viennent de communiquer par le biais de leur ministère des Affaires étrangères qu'ils répondraient bien plus fortement que l'année dernière s'ils étaient attaqués sur leur territoire, il est tout à fait compréhensible que d'un côté comme de l'autre, les postures militaires montent. Je vous rappelle que sous Trump, un 737 ukrainien d'ailleurs en avait fait les frais lors de son décollage de Téhéran où il avait été abattu à un moment où l'armée iranienne s'attendait à une attaque américaine qui n'est jamais venue. Après le ciblage d'un de ses officiers généraux par les Américains par un drone américain en Irak, c'était le vol Ukrainian Airlines 752 et que cela avait entraîné le 8 janvier 2020 la mort de 176 personnes à bord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la semaine dernière, les Iraniens ont notamment par moments fermé leur espace aérien. Il y a donc à comprendre dans ce genre de zone que nous sommes dans des tensions pré-escarmouche ou opération militaire, que tout peut aller extrêmement vite et que tous les acteurs doivent être forcément sur leur garde et très vigilants. C'est une posture que l'on peut complètement comprendre d'un point de vue militaire et encore une fois, le rôle du militaire est de fournir à son politique des options. Le nerf de la guerre, c'est la logistique, d'où tous ces balais de C-17, de tankers que l'on observe en ce moment. Quand on parle de Pacifique, quand on parle d'armée, il faut parler forcément de souveraineté. Je vous rappelle qu'en France, nous avons un porte-avions, que ces porte-avions permettent justement de peser sur la scène internationale, mais tous les marins, cette semaine, ont eu des sueurs froides, forcément, car nous ne sommes pas souverains sur les catapultes. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, c'est une problématique également pour le PANG. Les catapultes sont à l'heure actuelle de technologie américaine et seuls les Américains et désormais les Chinois savent créer et mettre en œuvre des catapultes électromagnétiques. Et cette ouverture sur le Pacifique, grâce au modèle des lunettes du président Macron, est intéressante car je vous rappelle qu'en France, nous avons la deuxième zone économique exclusive au monde avec plus de 10 millions de kilomètres carrés. La première, ce sont les Américains qui l'ont, avec 11,3 millions de kilomètres carrés. Pour la défendre, ils ont un tonnage de marine d'un peu plus de 4 millions de tonnes. Là où la France, avec notre deuxième zone économique exclusive, nous avons un dixième du tonnage américain aux alentours des 400 000 tonnes. Si vous voulez vous rassurer, la troisième ZEE, c'est les Australiens qui la possèdent avec 9 millions de kilomètres carrés et ils ont la moitié de la marine française, environ 200 000 tonnes. Tout ça pour dire quoi? Dans un monde de plus en plus tendu d'un point de vue géopolitique, si vous avez de grandes zones à protéger, à défendre en votre possession et que vous comptez rester souverain dans ce domaine-là, il va être urgent d'avoir et de s'équiper des moyens nécessaires pour maintenir cette souveraineté. À l'heure actuelle, la marine française n'a jamais été aussi microscopique et malgré les annonces d'augmentation du budget, je vous invite toujours non pas à regarder les budgets en euros, mais à regarder par quoi cela se traduit concrètement en matériel pour nos forces, car comme vous pouvez le voir, dès qu'il y a des tensions, dès que vous avez besoin d'accompagner la parole d'une dissuasion crédible, il faut repositionner du matériel et pour ce faire, il en faut disponible et en stock suffisant pour pouvoir se redéployer si vous êtes déjà pris sur un autre front. Je vous dis
À très vite sur la chaîne. Rendez-vous demain pour parler d'un A400M qui perd son tuyau lors d'un ravitaillement en vol avec un hélicoptère accouplé derrière. C'est pas banal. Et s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez nous voir traiter, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires juste en dessous. Sinon, nous sommes à Fuerte. On finit de préparer le stage qui a lieu dans quelques jours. Nous avons un autre stage en France ce coup-ci dans les Landes. Vous avez toutes les informations sur le site web en dessous. Et d'ici quelques jours, vous pourrez commencer à précommander mon prochain livre, Au-delà du leadership, sur lequel je suis en train de passer de très longues nuits. Je vous dis à très vite, fly safe.